Moi, c'est Yasmine. J'ai 45 ans. Je suis assise seule dans notre salon douillet, le cœur lourd de chagrin et de nostalgie alors que j'écris cette histoire. Je sens que j'ai enfin le courage de matérialiser ce que j'ai traversé, en tant que moyen de me soigner moi-même et aussi d'aider quiconque pourrait s'identifier à la folie que est ma vie. Vous voyez, Charles, mon mari bien-aimé de 20 ans, m'a été enlevé cruellement il y a quelques mois à peine. La douleur de sa perte est encore vive, mais elle était encore plus paralysante quand cela s'est produit. C'était comme si le temps s'était figé à ce moment-là où j'ai reçu les nouvelles dévastatrices de son accident de voiture. L'avenir que nous avions imaginé ensemble, rempli d'amour, de rire et de nombreuses années de compagnie, a été brisé brutalement. Je n'aurais jamais pensé être veuve à 45 ans. Le lien que Charles et moi avions partagé était particulièrement profond, forgé à travers les épreuves et les tribulations que nous avions tous deux endurées dans nos vies. Nous étions deux âmes brisées qui avaient trouvé du réconfort et guéri l'une dans les bras de l'autre. Mon propre voyage a été marqué par la douleur, mes parents, perdus dans la prise de drogue, m'ayant abandonné à un jeune âge. Leur choix de prioriser les drogues sur leur propre chair et leur propre sang m'a laissé des cicatrices émotionnelles profondes. Quant à Charles, sa relation avec sa mère, Jean-Pierre, était tumultueuse au mieux. Il avait rompu les liens avec elle, coupant tout contact après des années de déception et de trahison. Mais Jean-Pierre, comme un serpent rusé, s'infiltrait dans sa vie, feignant l'innocence et implorant le pardon. Chaque fois qu'il cédait, espérant un changement authentique, elle trahirait finalement sa confiance, l'utilisant pour financer ses habitudes destructrices de drogue et partir. Charles et moi avons trouvé du réconfort l'un dans les bras de l'autre, construisant un sanctuaire d'amour et de confiance qui nous protégeait des cicatrices de notre passé. Nous étions le roc l'un d'eux. L'autre, un havre de paix dans un monde qui nous avait montré peu de miséricorde. Notre amour a prospéré et nous avons rêvé d'un avenir ensemble qui défierait la douleur et la tristesse que nous avions enduré. Un couple, nous cultivions un type d'amour et de soins qui faisait presque disparaître ces cicatrices émotionnelles profondes. Presque. Le départ soudain de Charles de cette terre m'a laissé étourdi, me noyant dans un océan de chagrin et de questions sans réponse. Comment la vie pouvait-elle être si impitoyable, me privant de la seule personne qui avait vraiment compris ma douleur et embrassé mes défauts? J'ai lutté avec cette question, voulant me ratatiner dans ma chambre et ne jamais affronter le monde à nouveau. Mais le temps, hélas, ne fait pas preuve de la même miséricorde et ne attend pas non plus. Alors, nous avons dû commencer les procédures funéraires. Au fur et à mesure que les jours passaient, je trouvais du réconfort dans le soutien aimant de mes amis et de ma famille. Ensemble, nous naviguions dans les processus difficiles de dire au revoir à Charles, veillant à ce que son départ de ce monde soit marqué avec dignité et une célébration de la belle vie qu'il avait vécue. Nous avons organisé un service commémoratif empreint de chaleur et d'émotion, en nous réunissant dans mon foyer pour célébrer sa mémoire et partager les histoires qui ont suscité autant de larmes que de rires. Au milieu de cette atmosphère de sa mère, avec la fraîche odeur des fleurs fraîchement coupées qui embaumaient l'air, une sonnerie de clochettes funèbres retentit, interrompant discrètement le doux bourdonnement des conversations. Je, le cœur battant d'impatience et d'incertitude, me mis en route vers la porte, et, devant moi, au sein d'une marée de vêtements noirs, je découvris Jean-Pierre, la mère éloignée de Charles, apportant une bouteille de whisky en guise d'offrande de paix. À cet instant précis, une tempête d'émotions s'abattit sur moi. La colère, le ressentiment et la confusion s'entrechoquèrent avec le chagrin et le désir irrépressible d'obtenir un quelconque apaisement. Mais au fur et à mesure que je me laissais submerger par le regard rempli de larmes de Jean-Pierre, une étincelle de compréhension s'alluma en moi. Sans prononcer un mot, j'ouvris les bras, et Jean-Pierre s'avança. Nous nous étreignîmes, nous serrant l'un contre l'autre, les larmes coulant, chacune d'elles symbolisant une multitude d'émotions. Toutes ces années de rançayure et de relations fracturées semblaient se dissiper dans cet unique et authentique câlin. Les excuses murmurées de Jean-Pierre se répandirent sur moi, et si les blessures étaient loin d'être cautérisées, je parvins à laisser filtrer une once de compassion dans mon cœur.
Avec l'arrivée de Jean-Pierre, commença une danse délicate d'émotions. Mes amis et ma famille, épuisés par l'histoire entre Charles et sa mère, l'accueillirent avec des sourires crispés, lui offrant une place à notre table. Tout en parlant, Jean-Pierre se souvint de Charles avec tendresse et raconta des anecdotes d'une mère qui tente de se racheter, regrettant les fautes passées et espérant le pardon. Elle exprima le profond regret d'avoir provoqué la détresse chez Charles et témoigna de ses moments de remords. Elle aspira à récupérer le passé, partageant une toile complexe aux couleurs de pardon, de compréhension et d'espoir de guérison. Lorsque la dernière note de ses souvenirs se dissipa dans la pièce, Jean-Pierre continua de nous parler de Charles. Elle évoqua des scènes de son enfance, partagea des instants de complicité passée et de rire volé. Chacune de ses paroles dépeignait un portrait intime du fils qu'elle avait perdu. Toutes ces réminiscences étaient empreintes de nostalgie et de regret, créant un tableau familial et chaleureux. Alors que nous rangeâmes les derniers vestiges de la journée, exprimant notre gratitude pour l'aide inattendue de Jean-Pierre, cette dernière me demanda, dans un moment de vulnérabilité, si elle pouvait formuler une requête. Sa voix était empreinte d'une certaine hésitation et d'une longine pressante, et je rencontrai son regard, teinté d'une pointe de curiosité et de prudence. En ouvrant mon cœur aux possibilités, je l'ai encouragé à partager son désir. Prudence. En ouvrant mon cœur aux possibilités, je l'ai encouragé à partager son désir. Nathalie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander cela, mais est-ce que je pourrais avoir une chance de lui dire au revoir? Être proche de lui, même si c'est juste à travers ses affaires? Je l'ai regardé pendant un instant, pesant la gravité de sa demande. Malgré la douleur et le ressentiment qui persistaient encore en moi, je ne pouvais ignorer le sincère regret gravé sur le visage de Jean-Pierre. Ma voix s'est adoucie alors que je répondais, « Jean-Pierre, je comprends à quel point tu as aimé Charles, et je peux voir le regret dans tes yeux. Si cela peut t'apporter un peu de réconfort, alors oui. Tu peux monter dans sa chambre et être avec ses affaires. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Tes yeux. Si cela peut t'apporter un peu de réconfort, alors oui, tu peux monter dans sa chambre et être avec ses affaires. Prends tout le temps dont tu as besoin. Merci, Nathalie. Ta gentillesse signifie plus pour moi que tu ne le sauras jamais. Alors que Jean-Pierre faisait son chemin vers les escaliers, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. Une partie de moi espérait que ce moment apporterait un peu de clôture à Jean-Pierre, une chance de réparer le lien fracturé qu'elle avait avec son fils. Pourtant, une autre partie restait prudente, méfiante des vulnérabilités que cet acte pourrait exposer. Dans le silence qui a suivi, j'ai laissé mes pensées divaguer, réfléchissant à la tapisserie complexe des relations humaines. Comme elles peuvent être fragiles, comme elles peuvent être facilement déchirées, et pourtant comme elles peuvent devenir résilientes face à la guérison et au pardon. Cependant, ces moments de pardon et de grâce que j'avais accordés à Jean-Pierre seraient bientôt regrettés. Après environ 30 minutes, Jean-Pierre est sorti de la chambre, les yeux rouges et gonflés, preuve des torrents de larmes qu'elle avait versés. Elle semblait avoir libéré une mer de chagrin et de remords dans cette pièce solitaire. Son visage, autrefois stoïque et protecteur, portait maintenant une expression de fragilité crue. Merci de m'avoir permis de passer ce moment avec Charles. Je suis reconnaissante pour ta gentillesse et ta compréhension. Alors que Jean-Pierre faisait ses adieux finaux, il y avait une sensation de clôture qui enveloppait la pièce. Le poids des émotions de la journée planait dans l'air comme s'il reconnaissait la toile complexe de sentiments que nous avions tous éprouvés. Avec des cœurs lourds, nous avons regardé Jean-Pierre sortir de la maison, nous laissant réfléchir aux événements de la journée. Les heures se sont transformées en soirée, et le soleil a commencé à se coucher, projetant un éclat chaud et doré à travers les fenêtres. Mes sœurs et moi avons cherché du réconfort dans la compagnie les unes des autres, trouvant du réconfort dans les souvenirs partagés. Plus, dans le rire doux. Nous avons évoqué Charles, chérissant les moments que nous avions passés ensemble et puisant la force de l'amour qui nous liait en tant que famille. Alors que la nuit s'approfondissait, la fatigue s'installait,
Une à une, mes sœurs se retiraient dans leurs foyers respectifs, cherchant un réconfort dans un sommeil réparateur après une longue et éreintante journée. Et pour la première fois ce jour-là, je me suis retrouvée seule dans le sanctuaire silencieux de ma chambre, au milieu de mon chagrin. J'ai repensé à la demande antérieure de Jean-Pierre, de passer un moment privé avec les affaires de Charles. Maintenant, dans la chambre enveloppée de silence, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de curiosité. Le désir de me connecter avec Charles, même en son absence, tirait sur mes cordes sensibles, et alors je me suis permis de explorer son monde, de m'immerger dans les vestiges matériels de sa vie. Doucement, j'ai commencé à examiner ses affaires, une collection de choses précieuses qui parlaient beaucoup de l'homme qu'il était. J'ai tenu sa montre préférée, son tic-tac rythmique, un doux rappel du temps que nous avions partagé. J'ai tracé les contours de ses livres usés, m'imaginant les histoires qu'ils avaient murmurées pour lui. Je regardais le buffet contenant toutes les choses qui avaient été sauvées de l'accident de voiture, son téléphone, son sacoche professionnelle, sa montre et son portefeuille. C'est alors que j'ai remarqué que le portefeuille avait disparu. Alors que la panique s'emparait de mon cœur et que la détresse me déchirait l'âme, je cherchais frénétiquement dans la pièce le portefeuille manquant. À ce moment de détresse, je savais que je devais contacter quelqu'un qui pourrait m'aider à naviguer dans ce mystère troublant. Peut-être que j'avais tort, et peut-être que son portefeuille ne avait jamais été rendu. Avec des mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Marie-Claire, un ami cher qui avait été présent pendant les funérailles et avait également joué un rôle crucial dans la récupération des affaires sauvées de Charles. Marie-Claire, un membre dévoué du département de police, possédait à la fois les compétences et la détermination nécessaires pour démêler la vérité. Le téléphone sonnait, mon cœur battait la chamade. Et les larmes coulaient sur mon visage. La voix de Marie-Claire, calme et rassurante, m'accueillait de l'autre côté. J'ai vidé mon cœur, expliquant les circonstances et l'urgence de la situation. Avec un profond soupir, Marie-Claire a confirmé que elle avait bel et bien apporté le portefeuille de Charles avec les autres affaires. Un mélange de soulagement et de confusion m'a submergé. Si Marie-Claire avait retourné le portefeuille, alors où pouvait-il bien être? C'est alors que la révélation m'a frappé comme l'éclair, éclairant les coins sombres de mon esprit. Il ne pouvait s'agir que de Jean-Pierre, mon beau-père tordu et éloigné, qui avait profité de l'occasion pour s'emparer du portefeuille sur la commode pendant que j'étais consumée par le chagrin et inconsciente de ses actions. Motif. Avec une profonde inspiration, j'ai communiqué mes soupçons à Marie-Claire, ma voix tremblante de colère et de peur. Avec une profonde inspiration, j'ai communiqué mes soupçons à Marie-Claire, ma voix tremblante d'un mélange de colère, de tristesse et d'incrédulité. Marie-Claire, comprenant la gravité de la situation, m'a assuré que nous allions aller au fond des choses. Charles était l'un de mes meilleurs amis. Je te le promets, si Jean-Pierre a quelque chose à voir avec ça, nous irons au fond des choses et nous veillerons à ce qu'il en assure les conséquences. À ce moment-là, alors que les mots de réconfort de Marie-Claire m'enveloppaient comme un doux réconfort, une étincelle d'espoir s'est allumée dans mon cœur. Bien que des ombres planent et que elle incertitude assombrisse le chemin devant moi, je savais que, avec Ramsay à mes côtés, nous allions naviguer dans les profondeurs troubles de ce récit tordu. Ensemble, nous allions mettre à jour les motivations qui avaient poussé Jean-Pierre à commettre un acte aussi cruel et apporter une conclusion à ce chapitre de nos vies. Alors que les jours défilaient, la douleur de mon deuil toujours aussi lourde sur mes épaules, je fus confrontée à une nouvelle révélation choquante. Les relevés bancaires réguliers qui nous parvenaient, à moi et à Charles, téléphone, témoignaient d'un orage qui se préparait dans les comptes de Charles. Cela a commencé par de petits montants, un prélèvement de $700 suivi d'un autre de $1000, mais cela s'est vite transformé en une averse de retrait avec des sommes étonnantes dépassant $3000. La peur et la préoccupation s'emparèrent de mon cœur alors que je regardais l'écoulement continu des économies durement gagnées de Charles. Était une violation, un sacrilège de sa mémoire qui me transperça jusqu'au cœur.
Avec un cœur lourd, je contactai à nouveau Ramsay cherchant des conseils et du réconfort face à cette nouvelle épreuve. La voix de Ramsay résonnait d'empathie et de détermination alors qu'elle aime. Encourager à agir rapidement. Il faut faire désactiver les cartes de Charles immédiatement pour arrêter ces transactions non autorisées. L'aspect pratique de son conseil était indéniable, mais c'était une pilule amère à avaler. Annuler les cartes de crédit et de débit, mettre fin aux abonnements à la télévision, au cinéma et à la musique, et rompre les liens financiers, tout. Ces formalités me rappelaient cruellement que Charles n'était plus là. Mais, alors que la colère grandissait en moi, alimentée par l'audace des actions de Jean-Pierre, une pensée rebelle s'empara de moi. Pourquoi devrais-je succomber à son jeu si facilement? Comment ose-t-il dilapider l'argent de mon feu mari avec une telle insouciance? Non, je ne laisserai pas faire, j'ai résolu de ne pas lui permettre de perturber davantage nos vies. Et c'est ainsi qu'un plan sournois commença à se former dans mon esprit. J'ai décidé de laisser Jean-Pierre continuer à utiliser les cartes, lui donnant un sentiment de sécurité trompeur. Il ne savait pas que j'avais le dessus. Le pouvoir de révéler sa tromperie et de récupérer ce qui était justement à Charles. Je savais que j'avais le dessus et le pouvoir de révéler sa tromperie, ce qui me permettrait de récupérer ce qui appartenait à Charles. Ce n'était pas un choix facile, car cela signifiait prolonger mon affrontement avec les réalités cruelles de son absence. Mais j'étais déterminé à exposer la vraie nature de Jean-Pierre, à mettre en lumière ses méfaits sombres et à recueillir des preuves de son exploitation financière. Avec un nouvel élan et un feu qui brûlait en moi, je me lançai dans ce dangereux chemin, documentant méticuleusement chaque transaction effectuée par Jean-Pierre et traquant ses moindres mouvements. Je jouais un jeu subtil de chat et de souris, permettant à Jean-Pierre de se complaire dans son illusion de contrôle tout en préparant sa chute inévitable. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la bataille faisait rage en moi, un tourbillon d'émotions. J'ai tenu bon au souvenir de Charles, tirant une force de son amour et du ce qui brûlait en moi. J'étais déterminé à honorer sa mémoire et à protéger son héritage des griffes de la cupidité et de la tromperie. Pour ce faire, je devais frapper Jean-Pierre de manière qu'elle ne l'oublie jamais. Le poids de la tromperie de Jean-Pierre s'alourdissait alors qu'elle dilapidait l'argent durement gagné de Charles avec une insouciance débridée, son culot semblant sans limite. Chaque transaction qu'elle faisait, chaque dollar qu'elle dépensait, servait de rappel de son manque de remords complet. Mon dégoût pour ma belle-mère éloignée atteignait de nouveaux sommets chaque jour qui passait. Je me demandais comment elle pouvait trahir si impudemment la mémoire de mon mari décédé, traitant son héritage comme un compte d'épargne, finançant ses désirs sans un atome de culpabilité. Oh, bonjour, Nathalie. Bonjour, Jean-Pierre. Puis-je entrer? Non, vous ne le pouvez pas. Oh, je l'ai soupçonné. Je ne vous en veux pas. Je suppose que vous avez trouvé que le portefeuille de Charles monte. Eh bien, je suis tellement désolé d'avoir pris le portefeuille. Nathalie. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai été submergé par le chagrin et je savais que mon temps pour dire au revoir serait de courte durée, alors j'ai pris le portefeuille comme un souvenir, un genre de talisman. Oui, je l'admets, ce serait complètement mal de ma part, mais je me suis senti coupable et j'ai décidé de vous le rendre. La colère m'a submergé, menaçant de consumer chaque pensée. Comment pouvait-elle se tenir devant moi, tissant sa toile de mensonges avec une facilité effrontée? Mais j'ai gardé le silence, masquant ma fureur derrière un sourire serein. À ce moment-là, j'ai vu une opportunité, une chance de renverser la vapeur sur Jean-Pierre et de l'exposer pour la fraude qu'elle était vraiment. J'ai souri et j'ai remis à Jean-Pierre un document, un dossier méticuleusement compilé de toutes les sommes d'argent qu'elle avait volées à Charles, accompagné d'une liste des accusations qu'elle encourait pour ses crimes. Qu'est-ce que c'est? C'est une documentation de tout l'argent que vous avez volé à Charles. Et cela énumère également les conséquences juridiques auxquelles vous devrez faire face à cause de cela. Oh, mon Dieu. Je suppose que je devrais m'y attendre. Je suis tellement désolé, Nathalie. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. S'il vous plaît, allons à l'intérieur et discutons de cela. Rationnellement.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Jean-Pierre. Vous avez prouvé encore et encore que vous ne pouvez pas être digne de confiance. Je pense que c'est mieux si vous partez maintenant et que vous fassiez face aux conséquences de vos actes. Le visage de Jean-Pierre s'est effondré devant mes yeux. Elle bégayait et bafouillait, ses mensonges se désintégrant aux jointures. Le poids de sa culpabilité et de sa tromperie a finalement eu raison d'elle, et elle s'est effondrée sur le porche avant de tomber inconsciente. Sans un mot, j'ai appelé une ambulance, m'assurant qu'elle recevait les soins médicaux dont elle avait besoin. Alors que Jean-Pierre reprenait conscience dans la froideur stérile d'une salle d'hôpital, les poignets liés par des menottes froides, la réalité de ses actes a commencé à s'installer. Elle s'est mise en colère et a exigé sa libération. Mais je suis restée là, incarnation d'une résolution calme. Je lui ai assuré qu'elle ne pourrait échapper aux conséquences de ses crimes, qu'elle serait enfermée pendant au moins 20 ans, payant pour le chaos qu'elle avait causé à la mémoire de Charles. Avec le soutien inébranlable de Marie-Claire, mon amie de confiance dans la loi enforcement, j'ai rassemblé assez de preuves pour m'assurer que Jean-Pierre ferait face à l'intégralité de la loi. Nous avions calculé le temps qu'elle passerait probablement derrière les barreaux, une punition appropriée pour ses actions répréhensibles. En réfléchissant au parcours tumultueux qui m'a amené à ce point, je trouve du réconfort dans la connaissance que justice a été faite. J'ai vengé la mémoire de Charles, mettant en lumière l'ampleur de la trahison de Jean-Pierre. L'argent volé a été récupéré, et Jean-Pierre fera face aux conséquences de ses actes frauduleux. Avec un sentiment de contentement et de fermeture, je regarde vers l'avenir. Libre des griffes de la tromperie de Jean-Pierre. L'esprit de Charles peut reposer en paix, sachant que sa legacy a été protégée, et je peux enfin trouver la paix que je recherche désespérément. Le chapitre qui a commencé avec déchirement et trahison se termine par la justice prévalant, nous rappelant qu'aucun acte de tromperie ne restera impuni et que la force de l'amour et de la détermination peut surmonter même les plus grands péchés. Je crois qu'aucun acte de tromperie ne restera impuni et que la force de l'amour et de la détermination peut surmonter même les plus sombres des ombres.